Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Lab, cette émission qui décrypte l'actualité africaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Jeux Olympiques. Et oui, la France a ouvert les 33e Jeux Olympiques et Paralympiques et les médailles déjà commencent à tomber. Mais nous, on va s'intéresser à l'Afrique. Combien de médailles vont rapporter donc les athlètes africains et à quand les Jeux Olympiques et Paralympiques sur le continent africain? On en parle aujourd'hui avec nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Yannick Fournier, bienvenue à vous. Vous êtes ingénieur financier ainsi que écrivain. Merci Aïssatou, merci à la chaîne et bonjour téléspectateurs. On continue avec monsieur Jean-Marie Bitomo. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur le plateau de Vox Live. Vous êtes éditorialiste ainsi que enseignant-chercheur. Merci Aïssatou, plaisir renouvelé de repartir avec vous pour une nouvelle petite aventure vis-à-vis de nos téléspectateurs africains. Exactement, mesdames et messieurs, je l'ai dit, les thèmes, vous les connaissez. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à partager cette émission, c'est la vôtre. Alors, on commence d'abord avec les JO en France. Il y a eu l'ouverture donc il y a quelques jours déjà. Alors, est-ce que vous avez suivi cette cérémonie d'ouverture qui divise? Il y en a beaucoup qui sont conquis, mais d'autres qui sont plutôt mécontents. Oui, on l'a suivi avec beaucoup d'attention. Et il y a l'organisateur Thomas Estanguet avec Macron dans une conversation, il leur a dit l'objectif n'était pas de plaire à tout le monde et c'est réussi. Donc forcément, il y a des mécontents, il y a des contents, mais il n'y aura jamais de 100% contents. On ne peut pas faire l'unanimité. Jamais, ouais. Vous concernant, oui. Qu'en avez-vous pensé? Bon, quant à moi, je crois que déjà l'organisation a été très bien faite. Elle était originale parce qu'elle était en dehors d'un stade. Parce que en général, ça se passe dans les stades. Totalement. Donc, c'était sur la scène. Tout ce qu'il a fallu mettre en branle sur le plan organisationnel, gérer le flux d'eau avec toutes les pluies qu'il y a eu. Donc, il y a eu pas mal de défis qu'ils ont relevés avec brio. Donc, je crois, au final, le rendu, compte tenu de tous les enjeux qu'il y a eu, c'était plutôt excellent. La prestation de plusieurs artistes et aussi surtout la représentation, parce qu'on a eu du Aya Nakamura, du Céline Dion, on a eu plein de personnes. Sur le côté diplomatique, on a eu pas mal de présidents qui étaient présents, qui ont bravé les intempéries. Donc, on a vu beaucoup de présidents sous les manteaux dans la pluie. Exactement, sous la pluie. Donc, je crois, au final, côté organisationnel, il y a peut-être des choses à redire, mais globalement, ça s'est très bien passé. Le pari est réussi, vous confirmez, monsieur Jean-Marie Bitomo. La France a réussi son pari. Je pense que la France a réussi son pari si on parle uniquement, c'est-à-dire au niveau organisationnel des choses. Vous avez soulevé un point là qui est relativement important. C'est bien beau, si vous voulez, que nous ayons un beau spectacle. C'est ce qu'on demande d'ailleurs. Comment dirais-je aux Jeux Olympiques? Parce que les Jeux Olympiques, c'est quoi? Quand on repart sur l'esprit de Coubertin, c'est-à-dire, bon, c'est la réunion, c'est la paix. Donc, en termes organisationnels, la France a relativement bien réussi, si vous voulez, l'organisation est bien faite. Sur la forme, ce qu'on a vu spectaculairement, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a, comme mon collègue le disait tout à l'heure, bon, ils ont essayé d'innover. Bon, c'est la première fois qu'on voit une cérémonie des Jeux Olympiques se passer sur un plan d'eau. Heureusement que Paris en est pourvu, donc c'est bien. Mais maintenant, le fond, vous avez parlé d'une problématique qui interroge toute la société, à savoir que on nous pose les Jeux Olympiques, parce que si vous voulez, tout est symbole dans la vie. La symbolique, c'est-à-dire qu'on veut transmettre quand on est face à un événement qu'on prépare. Sociétalement, ça intéresse les gens. Bon, mais maintenant, pratiquement, comment dirais-je, la veille, le lendemain, vous avez, si vous voulez, des réactions d'une certaine frange de la population française concernant, comment dire, l'Église catholique. D'autres nous diront, de toute façon, les Jeux Olympiques, nous sommes dans un État laïque, un État français, donc dans ce laïcisme-là, ça voudrait dire que, on agit comme sans tenir compte, si vous voulez, de l'aspect religieux des choses. Mais malheureusement, nous sommes dans une société. On ne peut pas faire abstraction de manière complète et totale. J'ai même entendu qu'ici, là, en France, vous avez l'Église catholique qui a porté plainte contre l'État pour atteinte, comment dirais-je... Beaucoup de l'Église se sont un peu insurgés en disant que l'objectif de ces JO était de rassembler. Voilà. Et même selon la charte des JO, apparemment, on ne devrait pas avoir, entre guillemets, ce type de symbole comme on a pu voir aux JO. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites. En tout cas, l'Église est ferme. Elle n'est pas contente des JO, de cette cérémonie d'ouverture. Et elle trouve dommage qu'au lieu de rassembler, cette cérémonie a divisé.
Tout à fait, en fait. Bon, je crois que c'est un petit moment, je peux dire, d'égarement qui s'est glissé dans la grosse organisation parce que ne regardons pas juste le côté organisationnel sur l'événement d'ouverture, il y a tout ce côté sportif qu'il faut suivre. Donc, il y a toute une grosse organisation. Et je crois cette petite scène qui vient se glisser dans la... On ne doit pas s'arrêter sur ça. Mais en tout cas, bon, là, on est en train de parler de la cérémonie d'ouverture et on peut comprendre. Aujourd'hui, on parlait sur le plateau et comprendre donc, les mécontents. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. En tout cas... Comprendre les positions des uns et des autres, c'est très, très important. C'est-à-dire, c'est vrai que le sport est là. C'est ça le but de l'événement. Bon. Mais le sport, quand vous prenez les problématiques sociétales auxquelles nous avons à faire face, bon, le sport est quand même relativement secondaire. C'est vrai que c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect symbolique. Symbolique, c'est-à-dire j'ai parlé de Coubertin. Le baron de Coubertin part sur quoi? Part sur l'idée que bon, c'est la paix, il faut réunir le maximum de nations dans le monde. Mais c'est ça, c'est de ça qu'il faut tenir compte. Parce que le sport, là, arrive, c'est-à-dire c'est un ciment par rapport à notre société qui contribue, comment dirais-je, à la solidifier quelque part. D'autant plus que moi j'ai lu énormément là-dessus. Vous avez pas mal de personnes qui disent que c'était pas le moment de pouvoir reposer un sujet polémique sur la table. Bon, il s'est déjà passé ce que nous avons vu ici là en France tous ces derniers temps-ci. Donc à partir de là, si on vient encore poser un sujet polémique qui divise encore la société, c'est pas terrible. Exactement. Donc on parle encore une fois des 12 apôtres. Hein. C'est vraiment cette scène-là qui a marqué. C'est contesté. Eux ils disent non, c'était pas cette scène-là, c'était une autre, la fête d'Apollon, quelque chose comme ça. Mais si on revient sur le principe des symboles, il y a les symboles et l'attachement aux symboles. Donc c'est toujours un grand sujet en France. On a eu un épisode où c'était... C'est pas qu'en France, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que des voix se sont soulevées à l'international. En France, c'est particulier en fait, parce qu'en France, on a eu par le passé d'autres symboles qui ont été atteints, notamment Mohamed, la fameuse caricature de Mohamed de Charlie Hebdo, qui dans le même siège a généré tout ce qu'on a eu au Bataclan et tout. Bien sûr. En fait, on comprend la liberté d'expression, il n'y a aucun problème. La question, c'est est-ce que c'était le moment? C'est plutôt ça la question. Est-ce que c'était le moment mal choisi. Et voilà, En fait, le moment est mal choisi. Sur la base, on est tous d'accord que c'était mal, c'était mauvais. Maintenant, le recul par rapport aux personnes, donc on se rend compte en fait qu'en France, l'attachement au symbole n'est pas le même, il est même contesté. Parce que les gens, les partisans de la liberté d'expression se donnent le droit de caricaturer ou de critiquer de blasphémer. Toutes choses. Bon, blasphémer, justement, ça c'est l'interprétation religieuse. Pour eux, ils disent, nous on a le droit de critiquer ou bien de caricaturer, parce que chez eux c'est la caricature, c'est pas le blasphème. Le blasphème c'est du côté du religieux. Par contre, pour les religieux c'est du blasphème. Par contre, l'artiste, lui, il caricature. Donc c'est une grosse question d'interprétation de part et d'autre. Et du coup, naturellement, justement, il faut trouver le juste milieu entre toutes les sensibilités à la fois politiques et religieuses. En tout cas, il n'y avait pas que cette polémique concernant les JO, notamment la cérémonie d'ouverture. On va parler quand même de notre petite sœur Aya Nakamura, donc, qui a pu chanter. Donc il faut savoir qu'il y a eu énormément de polémiques et de propos racistes autour d'elle lorsqu'on a annoncé donc, sa présence et donc, sa prestation à la cérémonie d'ouverture, jusqu'au point où le président français a dû taper du poing, à dire stop à ces propos racistes. Donc finalement, elle a chanté. On l'attendait peut-être à la fin, en clôture, mais elle était au milieu. Vous en avez pensé quoi avec la garde républicaine? Finalement, c'est un pied de nez à tous les propos racistes qu'il y a pu avoir, ou finalement c'est un non-sujet? Je dirais pas un pied de nez. Vous savez, la réalité du monde finit toujours par s'imposer. Vous pouvez jamais, si vous voulez, mettre le monde entier d'accord. Mais la problématique, c'est-à-dire tout ce qu'a vécu Aya Nakamura là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde, les gens ne savent pas regarder l'histoire. Quand on regarde l'histoire française, c'est-à-dire n'est pas faite uniquement, si vous voulez, de mélanodermes, comme on dit les blancs. C'est-à-dire pour ne pas plonger dans le racisme. Donc, le monde, quand on prend même l'histoire de la France est hyper longue. Quand vous regardez sur la longue période, c'est quoi la France? Les gens nous disent aujourd'hui que oui, vous voyez, parce que les critiques qui fusaient à l'époque, c'est-à-dire quand elle avait été pressentie qu'elle devait chanter, tout le monde, c'est-à-dire s'élevait en se disant mais non, elle n'est pas française, elle ne sait pas parler français. Comment se fait-il que une personne qui ne représente pas la France, entre guillemets,
Donc, je pose la question aux gens, c'est quoi la représentation de la France? Quand les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire parlent de certains faits, ils connaissent même pas l'histoire. Je veux dire aux gens que ce monde-ci, dès le départ, a été peuplé par les Noirs en tant que tel. Le nom d'Europe, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, comme je le dis toujours sur le plateau, et c'est tout, le nom d'Europe, là, c'est-à-dire c'est un nom égyptien, c'est une princesse, comment dirais-je, d'Égypte, là où sort le nom Europe, dont les gens ne comprennent rien du tout à rien. Sur pas mal de sujets sur lesquels nous sommes. Donc, les gens se lèvent, ils se disent que maintenant, on a besoin d'un Français à 100%, mais les gens ne savent pas. Je vois, ça m'a fait de temps en temps sourire et rigoler quand j'entends, de temps en temps, les gens tombent sur quelqu'un comme Mélenchon, parce qu'il parle, si vous voulez, du métissage de la société. Vous avez des gens qui parlent de ça. On croit que c'est quelque chose qui est nouveau, alors que ça existe déjà dans notre histoire depuis des millénaires. Le monde est métissé aujourd'hui. Donc, l'histoire d'Aya Nakamura, bon, c'est tout simplement, moi, je me dis, bon, je regarde ça, je me dis, bon, les gens ne comprennent pas l'histoire du monde, donc à partir de là, bon, chacun, c'est-à-dire s'arrête là où est son niveau de compréhension sociétale de l'humanité, c'est tout. En tout cas, il n'y a pas eu de marche arrière. Ils l'ont imposée. Voilà. Elle a chanté avec la garde républicaine. Vous en avez pensé quoi rapidement? Non, déjà, je crois qu'il y a deux niveaux d'analyse. Il y a le niveau individuel sur la personne d'Aya Nakamura en tant qu'artiste, et il y a la prestation. Déjà, en tant qu'artiste, elle est ce que les Américains appellent l'intersectionnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui coche toutes les cases un peu défavorables de la société. C'est-à-dire, d'abord, sur le plan purement humain, c'est une femme. Donc déjà, dans l'histoire de France, on sait que les femmes n'ont pas toujours eu la place qu'elles méritent dans le pays. De deux, une femme noire. Donc, elle coche une seconde case. Oui. Une femme noire en France, ça fait deux choses. De trois, de la cité. Donc, une femme noire en France de la cité, ça fait trois choses. Donc, on ne l'attend pas du tout à ces endroits-là. Et ne pas oublier de dire qu'elle est aussi millionnaire. Et ça dérange énormément. Voilà. Exactement. Ça, il faut le dire. En plus, et qui s'assume. Et qui s'assume. Qui s'affirme, qui s'assume, qui vous dit non, je n'ai rien à tirer de vous. Donc, elle coche au moins 5 à 6 cases de ce qu'on ne veut pas voir. On veut voir l'Africain, femme noire et tout, dans son petit coin, qui vend son kebab, qui fait le ménage. Là, vraiment, tout le monde est d'accord. Qui garde les enfants, qui pousse les poussettes. Exactement, ouais. Là, c'est le cliché parfait de où beaucoup attendraient qu'Aya soit. Mais non, elle n'y était pas, au contraire, elle était au sommet de l'art. Oui. Au sommet de l'art, non seulement en France, mais dans le monde entier, parce qu'elle a été pendant longtemps l'artiste francophone, pas française, mais francophone, la plus écoutée dans le monde. Elle a fait plein d'albums à succès, elle fait des concerts partout dans le monde. Donc ça fait un petit choc psychologique dans l'esprit d'une certaine frange de la population, parce qu'il faut le dire, c'est pas tous les Français qui lui en veulent. Bien sûr. C'est une certaine frange, et ils sont même minoritaires, parce que même si on va sur la base des élections, ils ne sont pas majoritaires. Donc après, juste pour information, quand le nom de Aya Nakamura est sorti, ils ont fait un sondage, 70% des Français étaient contre, en tout cas des votants. Oui, bon, après, comme on disait, après, ce sont des sondages, les chiffres, mais oui, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire. On est d'accord sur ça, mais il faut dire qu'il y a quand même eu un sondage qui a eu lieu. Alors, oui. Mais je voulais dire à ça, oui, il y a eu ce sondage. Je suis d'accord. Il parlait de, comment dirait mon collègue là tout à l'heure, parlait, si vous voulez, de l'organisation de l'événement. Je vois que les organisateurs ont eu ce courage. Regardez un peu, si vous voulez, tous les athlètes qui sont passés. Donc, c'était quoi? C'était ce que moi j'ai connu en 78, quand j'étais en 98 avec la France, en Coupe du Monde, que j'entendais bleu, blanc, beurre. D'accord? Tout le monde était ensemble. Et ça a été réussi. Parce qu'on parle d'Aya. De l'autre côté, on a eu la Guadeloupéenne qui chantait, comment dirais-je, la Marseillaise magnifiquement. On a eu Zidane. On a eu, comment dirais-je, Marie-Jo Pérec. Donc, plus ou moins, si vous voulez, sur cet aspect-là, Teddy Riner, ainsi de suite et tout. C'était vraiment bien. C'est-à-dire, les organisations se sont dit, peut-être qu'il faut un pied de nez, si vous voulez, aux gens de l'autre côté. En tout cas, on peut le dire, la France, quand même... Elle n'est pas que blanche. Elle n'est pas que blanche, et aujourd'hui, on l'a bien vu. Enfin, toi, lors de la cérémonie d'ouverture, on l'a bien vu. Ils ont osé le faire. Je tiens à le dire, osé le faire, malgré l'ambiance qu'il peut y avoir en France. Ils ont osé le faire, et tant mieux. Quoi qu'il en soit, on va avancer dans le débat. Maintenant, Paris avait promis de faire les Jeux Olympiques les moins chers de l'histoire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. 7 milliards, c'était le montant que la France s'était fixé comme budget. Mais ce budget a été largement dépassé. Et même avant même le début des festivités, on table un peu plus sur 12 milliards d'euros pour l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et c'est loin des 7 milliards annoncés, il faut le dire. Vous êtes analyste, ingénieur financier.
qui va payer le surplus finalement? Non. Vous savez, Aya, je suis économiste, c'est-à-dire moi, quand c'est Aïssa on tout, pose... c'est pas Aya Nakamura. Non, j'ai dit Aïssa. Non, mais Aïssa, la contraction, d'accord. Il n'y a pas de problème, c'est bien l'émission de Aya. Je vais vous dire la chose suivante, c'est que, vous savez, quand on pose un projet sur la table, les gens ont l'impression, ce qu'on vous donne, c'est ce qu'on appelle économiquement des estimations, d'accord? Quand vous ouvrez une entreprise, comment est-ce que ça se passe? Votre banquier vous demande comment diriger un business plan, qu'on appelle globalement un tableau prévisionnel, bilan prévisionnel, comment la boîte va fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est le chiffre d'affaires que vous allez c'est pour ça que la question elle est très claire, non, monsieur Jean-Marie Bitomo. La question elle est claire, c'est qui va payer le surplus? Pour rester focus sur... En fait, en général, lorsqu'on fait un budget, il y a toujours le worst case et le best case. Donc, le worst case, c'est-à-dire, au meilleur des cas, on atterrit sur tel budget et au pire des cas, sur tel budget. Mais sauf que les Jeux Olympiques Paris ont été attribués il y a plusieurs années. Et depuis 2021, il y a eu déjà une inflation de près de 30%. Effectivement. Donc, du coup, les salaires ont augmenté. Tout ce qui entre dans l'organisation a largement augmenté. J'espère que le gouvernement vous écoute. Je pense que ce sont des arguments qui vont être repris. Parce surtout, qu'ils vont devoir justifier. Surtout les billets d'avion, parce que les billets d'avion globalement ont augmenté de presque 20%. Et je crois que c'est l'un des plus gros postes de budget de l'organisation, parce qu'il faut se déplacer dans tous les pays du monde. Donc, il y a pas mal de postes qui sont largement impactés par l'inflation. Donc ça, ce sont des choses qui justifient en partie le budget. Et après, on ne prévoit jamais tout. Il y a toujours les dernières choses. Donc, ma question, elle est vraiment claire. Hein. C'est qui va payer? C'est-à-dire qu'on est contribuable. On est contribuable, donc on estime à plus de 5 milliards pour les contribuables français. Non. Le CEO va prendre une partie, je parle de 12 milliards. Donc d'après la Cour des comptes, d'après la Cour de comptes, c'est 5 milliards que les contribuables français vont devoir payer. Donc il faut le dire et que... Mais c'est pas la première fois. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et ça, vous savez, quand vous êtes sur des projets comme ceux-là, on a déjà vu, c'est pas la première fois que des Jeux Olympiques s'organisent. C'est-à-dire, le gap dont vous parlez là, ce gap-là est pratiquement présent dans tous les grands événements du monde entier, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit les Coupes du Monde. Donc, si vous voulez, vous avez le gap que vous avez là, il est prévu, c'est-à-dire quelque part, comme il disait tout à l'heure. Pas d'après la Cour des comptes. Non, mais maintenant, la Cour des comptes a réagi, c'était pas du tout prévu. C'est le contribuable français qui va payer. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Et le contribuable français paiera sa part. 5 milliards En fait, la Cour des comptes, il y a la réaction de principe. De principe, ils ne vont pas applaudir parce qu'il y a eu un déplacement. Donc, sur le principe, c'est qu'ils doivent s'indigner et même demander des justificatifs. Donc ça, c'est normal. C'est ce qui va être fait, oui. Maintenant, ils doivent comprendre le contexte, comprendre l'inflation, parce que même eux, à la Cour des comptes, ils savent... Ils disent qu'ils ont du mal à justifier, par exemple, les 1,4 milliards d'euros pour permettre aux baigneurs de se baigner dans la Seine. Donc, ils disent, bon, voilà. On dit qu'on aurait pu faire mieux, on dit qu'on aurait pu, au lieu de faire des épreuves à Tahiti, on aurait pu les faire en France. Donc voilà, au lieu de donner des primes à de nombreux travailleurs pour éviter des mouvements de grève, eh bien on aurait pu faire... Exactement. Donc, mais voilà, en tout cas, le bilan sera fait dans les prochaines années, on ne va pas faire le bilan ici. C'est ce que je voulais justement dire, c'est que les Jeux, c'est-à-dire, ça vient de commencer. Oui. Il fera le bilan. Vous avez aussi une billetterie derrière. On nous sort tout ce qu'on nous sort, c'est vrai, mais... Je vous ai dit préalablement que dans ce style d'événement-là, vous avez à chaque fois, comment dirais-je... Bien sûr, c'est normal. Un dépassement. Mais de 7 milliards à 12 milliards, il y a quand même... Et on en a vu pire que ça. Moi, je peux vous en sortir. Pour information, est-ce que, selon vous, les Jeux Olympiques sont rentables pour un pays qui organise? La rentabilité, en général, elle est difficile à quantifier. Et je peux dire, déjà pour la France, j'ai apprécié une chose, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructures qui vont tomber en déshérence dans quelques années. Oui, parce que si je prends le cas de la Grèce, il y a pas mal de stades qui ont été conçus rien que pour l'occasion et qui, après ça, ça tombe en broussailles. Dans le cas de la France, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'extra infrastructures. Les infrastructures de transport sont des choses qui vont être utilisées après l'événement. Les grandes lignes qui ont été jointes à l'aéroport de Orly, qui est tout connecté à Paris. Donc, ça, c'est la spécialité de l'événement français. Donc, moi, je pense qu'elle est 100% rentable parce qu'il y a la rentabilité directe liée à tout ce qu'il a dit tout à l'heure, la billetterie, les événements, donc tout ce qu'il y a comme billetterie. D'accord. Maintenant, il y a la rentabilité induite. Hier, j'étais sur Paris, j'ai vu pas mal de touristes, des Brésiliens, des Mexicains. Donc, il y a pas mal de monde qui sont venus, qui vont revenir
parce qu'ils sont sûr. venus. Donc, je suis d'accord avec vous, oui, c'est prestigieux Attention. d'organiser des Jeux Olympiques, c'est bien pour l'image du pays, effectivement les retombées vont tomber sur plusieurs années, mais il faut dire que selon les chiffres, non, ce n'est pas rentable d'organiser des Jeux Olympiques dans son pays. Les seuls Jeux Olympiques qui ont été rentables, c'est à Los Angeles en 1984, parce qu'une partie de l'organisation des JO a été attribuée au privé. Mais sinon, oui. Apparemment, c'est pas rentable. Mais bon, peu importe, comme on dit, comme vous avez pu le dire, donc c'est prestigieux, il y a des retombées sur de longues années qu'on ne pourra pas quantifier dans les prochaines années. Sur la longue période. Allez, on revient, mesdames et messieurs, vous êtes sur VoxLab. On va s'intéresser maintenant au continent africain et notamment à nos athlètes africains qui participent donc aux Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture, donc j'ai vu les différents bateaux avec nos athlètes. Donc l'Afrique était dignement représentée. Mais l'Afrique va-t-elle ramener des médailles? C'est la question qu'on se pose tous. À votre avis? Oui, elles vont ramener certainement, mais on sait très bien que malheureusement l'Afrique reste dernière, c'est-à-dire vis-à-vis du nombre de médailles. Vous savez, l'Afrique a toujours eu des médailles. Nous avons des sportifs en Afrique. Je vois là où vous voulez en venir. Nous sommes un grand continent. Sauf que l'organisation sportive chez nous n'est pas l'organisation sportive que vous avez en Europe, que vous avez aux États-Unis et tout ce qui s'ensuit. Les talents sont là. Chaque année, si vous voulez, l'Afrique, si vous voulez, ramène des médailles, c'est-à-dire des différentes compétitions des Jeux Olympiques. Quand vous regardez, vous avez 2 pays africains qui ont quand même, comment dirais-je, gagné ces Jeux Olympiques-là, à savoir le Nigeria en 96 et le Cameroun, comment dirais-je, en l'an 2000. Donc, ça voudrait dire que nous avons les talents. Mais maintenant, nous ne pourrons pas rivaliser avec les autres tout simplement parce que nous n'avons pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir former, c'est-à-dire nos talents que nous avons sur place en Afrique, c'est tout. Donc, à partir de là, moi, j'ai la chance, si vous voulez, d'avoir, par exemple, participer à l'organisation des mondiaux d'athlétisme ici, là, où la Camerounaise Charlotte Mbango avait gagné des médailles et a gagné des médailles, comment dire, sur pas mal de championnats, si vous voulez, d'Afrique. Bien sûr. Et championnats du monde et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous avons, si vous voulez, le potentiel est là. Mais maintenant, c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que nous avons le potentiel, mais malheureusement... Il nous faut tout simplement pourquoi. Je comprends ce que vous voulez dire là-dessus, et c'est tout. Je ne veux rien dire, c'est un constat qu'on va faire. Vous faites un constat, comme je vois, c'est-à-dire sur quoi vous allez venir, donc j'essaie d'anticiper. Donc ça voudrait dire quoi? La problématique sportive, c'est une problématique secondaire par rapport, c'est-à-dire aux défis sociétaux que nous avons en Afrique. Vous comprenez? Donc, à partir de là, on ne peut pas se mettre, c'est ce que je dis tout le temps, on ne peut pas se mettre à faire des comparaisons, si vous voulez, surtout. Nous pouvons ne pas nous mettre sur le plan sportif aujourd'hui. En termes, comment dirais-je, de talent, les talents sont là. Mais maintenant, en termes organisationnels, nous ne pouvons pas nous mettre à raisonner toutes choses égales par ailleurs, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas raisonner. C'est pas l'objectif, mais en tout cas, la question aujourd'hui, c'est de parler donc, c'est l'organisation. Là, je suis d'accord avec vous. Pourquoi, comment on peut expliquer sur le fait que l'Afrique ait du mal à ramener des médailles, alors que le talent y est, vous l'avez dit, vous avez insisté dessus, il y a des talents, il y a de grands athlètes, mais... En fait, déjà, les JO, c'est 32 sports, 43 disciplines. Et parmi elles, l'Afrique, on peut dire, a ces disciplines de prédilection comme l'athlétisme. On a des fameux Éthiopiens qui nécessitent pas beaucoup d'infrastructures pour pouvoir... Exactement, qui nécessitent juste l'organisation. Et en Afrique, on a des pays qui sont très avancés. On a par exemple l'Égypte qui y va sur 32 sports, sur 22 sports. Donc, large représentation déjà au niveau de la diversité de participation. Donc, pour le reste, moi, je pense que c'est une question de volonté politique en Afrique. C'est-à-dire, s'il y avait une certaine solidarité, l'Égypte qui participe déjà à 22 sports sur 32, donc d'autres pays auraient peut-être pu créer des facilités pour que les autres sportifs aillent là-bas s'entraîner, parce que s'il y a 22 sports, ça veut dire qu'ils ont les infrastructures pour 22 sports minimum. Bien sûr. Tout ce qu'il y a en athlétisme, football, équitation et tout le reste, donc ils ont déjà de l'infrastructure. Donc maintenant, c'est à l'Égypte et aux autres pays de dire, OK, il y a plein de facilités. On a par exemple le système de bourse. On peut dire, par exemple, en Europe, on a Erasmus. On peut faire une sorte d'Erasmus pour les sportifs qui vont là-bas faire des études, parce que généralement, ce sont des jeunes des lycées et de l'université. Donc, ils ont des bourses qui vont pour profiter des infrastructures qui sont là-bas, et les gouvernements n'auront plus qu'à débourser ce qu'il faut débourser. Donc, cette synthèse-là, ou bien permettrait justement, avec moins d'investissement, de faire plus de résultats. Et après, le second, c'est aussi de pouvoir optimiser sur nos forces, en fait. Les disciplines sur lesquelles on a pas mal de potentiel, il faut forcer dessus.
Exactement. Je vois, il y a les disciplines comme la bourse. On a pas mal de boursiers qui sont africains. On a le basket. On a vu le Soudan, ce qu'ils ont fait. Donc, on a pas mal d'équipes en Afrique qui sont capables de tutoyer les États-Unis. On a d'autres disciplines qui ont vraiment moins d'investissement. Donc, le tir à l'arc, tu n'as pas besoin d'investir 1 milliard pour faire du tir à l'arc. Donc, on a pas mal de disciplines comme ça. Je pense que c'est juste le comité de relations africaines qui n'est pas assez efficace. D'accord. Donc, quand même, vous pointez du doigt cette volonté, ce manque de volonté politique de faire sortir du continent africain de vrais athlètes capables de ramener des coupes. Parce que lorsqu'on regarde déjà dans d'autres pays, on regarde des Africains qui ont plus d'autres nationalités, qui sont en France, par exemple, dans la France, on a pas mal d'Africains. Oui, la fuite des talents, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a des talents, comme Jean-Marie Bitomo l'a dit, mais malheureusement, manque d'infrastructures, effectivement. Exactement. Tout ça va faire que ils vont être happés par d'autres pays qui vont leur offrir des meilleures conditions. Au Cameroun, on a une dame, Madame Andou. Elle a été qualifiée, elle a été sélectionnée, sauf qu'elle n'a pas les moyens. Donc, du coup, elle a dû se battre par ses propres moyens. Donc, l'État n'a pas trouvé peut-être utile de lui accorder les moyens qu'il faut. Donc, quelque part, il y a vraiment cette volonté politique qui est vraiment la matrice centrale de cet échec, ou bien la sous-représentativité des pays africains. Et ce n'est pas la seule, c'est ce qui est problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que le sport fait rayonner les pays. Donc, comment on peut accepter en 2024 qu'un État ne soutienne pas notamment ces athlètes qui vont aux Jeux Olympiques? C'est-à-dire que le monde a les yeux braqués sur les athlètes. Oui, donc c'est une mauvaise image pour nos pays. C'est la problématique sur laquelle je voulais en revenir avec vous là-dessus. C'est que nos pays ne voient pas c'est que la communication par l'image. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai contribué à mon petit niveau, si vous voulez, ici, là, à Paris. J'ai été voir l'ambassadeur, comment dirais-je, de chez moi, au Cameroun. Je lui ai parlé de l'événement. Il était vraiment enchanté et il m'a bien accompagné là-dessus. Il m'avait dit, nous, c'est-à-dire ce que le sport fait, c'est-à-dire par rapport au Cameroun, c'est-à-dire ça fait beaucoup plus. C'est-à-dire nous négligeons ce vecteur de communication-là pour vendre un pays en tant que tel. Le sport est devenu aujourd'hui, si vous voulez, un vecteur communicationnel. Bien sûr. C'est-à-dire énorme, qui fait reconnaître comment on dirige des pays et qui fait en sorte que tout à l'heure, là, on parlait. Il y a mon collègue qui parlait tout à l'heure qu'il est parti, il a vu comment on dirige les étrangers en France, les Brésiliens, les Uruguayens. C'est-à-dire l'impact des jeux, c'est comme vous avez posé la question tout à l'heure, l'impact des jeux n'est pas immédiat. L'impact des jeux, si vous voulez, c'est sur le long terme. Ça voudrait dire quoi? C'est ce que je dis toujours aux gens. Quand vous prenez la France, est-ce que vous savez le secteur principal qui pourvoit au PIB de la France? Bien sûr, le tourisme. Le tourisme, voilà. Donc, à partir de là, ce sont des choses, c'est-à-dire quand les Jeux Olympiques sont organisés à Paris comme ça les effets, c'est-à-dire ça va se compter sur des années et des années. Vous aurez des gens qui auront envie de venir découvrir la France et tout ce qui s'ensuit. Donc, mais malheureusement, en Afrique, nous négligeons, si vous voulez, ce paramètre-là, qui est un paramètre essentiel dans le monde moderne aujourd'hui. Nous voyons très très bien. C'est-à-dire quand vous avez un sportif camerounais, africain, qui va très très loin, tout le monde est derrière. Bien sûr. Tout le monde est derrière parce que ça contribue à faire connaître, comment dirais-je, le continent en tant que tel. Bon, moi je compte, pour l'athlétisme dont il a parlé là tout à l'heure. Nous avons notre sœur ivoirienne qui est là-dedans, qui est compétitive, si vous voulez, dans le monde du sprint, dans le 100 mètres, 200 mètres. Elle peut faire quelque chose là-dessus. Mais, comme il disait tout à l'heure, mon co-panéliste, il faut que les États africains nous prenons, c'est-à-dire compte de cette dynamique-là. C'est qu'on peut créer, il vient de parler d'Erasmus tout à l'heure, on peut créer, c'est-à-dire des synergies entre les pays. Tel pays peut construire tel ou tel type de centre et exactement on progresse là-dessus. Une solidarité africaine, effectivement. Chaque pays n'a pas les moyens d'avoir telle infrastructure, mais néanmoins on peut partager. Voilà, on peut partager, comment dirais-je, les coûts. Mais là, on ne pense jamais à ça parce que nous sommes encore dans l'égoïsme dans nos États africains. C'est-à-dire, chacun se dit, je tiens mon petit bout d'État, je reste accroché, ainsi de suite. On ne regarde pas, si vous voulez, globalement. C'est-à-dire que, de manière holistique, qu'est-ce que ça donne comme résultat alors que nous avons les capacités de pouvoir le faire. Vous avez parlé là tout à l'heure, il nous a parlé de la Grèce là tout à l'heure. Regardez ce qui s'était passé. C'était bien, si vous voulez, à la base. Quand le Gabon et la Guinée équatoriale avaient organisé, si vous voulez, la CAN. Vous vous souvenez? Oui, cette CAN-là devait être organisée au Qatar.
Hein? Oui. Mais il y a le président équato-guinéen qui s'est levé et dit quand même, bon, nous sommes en Afrique, c'est pas possible que ça se passe. Bon, mais malheureusement, les infrastructures, comme il parlait là tout à l'heure, c'est une infrastructure pourrissent complètement. On est d'accord, donc on va rappeler les différents points avant de faire la pause rapidement. Donc vous l'avez dit, monsieur l'ingénieur financier, donc ressources financières limitées, c'est-à-dire qu'on n'investit pas assez dans nos athlètes, dans nos infrastructures pour pouvoir faire rejaillir, pour pouvoir faire éclore donc de véritables gagnants. Le manque d'infrastructures et d'équipements, on l'a dit, donc la formation et le soutien, donc il est insuffisant. Donc on parle aussi des formateurs, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des infrastructures, mais il faut avoir des gens compétents pour pouvoir former nos athlètes, et ça manque sur le continent africain. Et l'accès limité aux compétitions internationales, c'est-à-dire que malheureusement, les gens sont cloisonnés donc, sur le continent africain et ne se mesurent pas les aux minima, autres. en fait, au niveau international, on a le système de minima, donc il faut atteindre pour pouvoir être admis à certaines compétitions. Bien sûr. Et lorsque je pense que le sujet majeur, c'est les synergies. Parce que si je prends le cas de l'Égypte, ils ont plus de 133 athlètes dans la compétition, mais au niveau des médailles, on ne les verra pas beaucoup sur les médailles d'or. Or, en partageant leurs infrastructures, ça crée déjà une compétition au niveau africain, ce qui fait que de là, on pourra voir émerger des athlètes beaucoup plus compétitifs au niveau international. Donc, ils ont les leurs, c'est bon, ils ont pu avoir les minima, mais dans la grosse masse internationale, bon, ils sont dilués et au final, c'est toute l'Afrique qui perd en fait. Ouais. Donc même l'Égypte gagnerait à créer la compétitivité en interne en faisant venir des athlètes de partout en Afrique, parce qu'en général, ce sont des étudiants, des lycéens. Donc c'est là-bas en fait qu'il faut pouvoir les canaliser afin qu'ils aillent dans un pôle dont on peut créer centaines de pôles sportifs. Voilà, des programmes de développement de talents, des choses comme ça qui permettraient de voir jaillir donc des talents. Il faut tout simplement mettre en place une infrastructure compétitive. Exactement, et on va finir quand même avec la fuite des talents. Ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on a de nombreux champions africains, mais qui finalement se battent sous d'autres drapeaux. Donc, exactement. Ce n'est pas que dans le sport. Ce n'est pas que dans le sport. Malheureusement, on est d'accord. On est fatigué de cette fuite de cerveau, mais bon, en tout cas, on le réitère ici sur le plateau de Vox Lab concernant le sport. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette première partie. On revient dans un instant. Ne bougez surtout pas. Vox Lab, votre émission qui décrypte l'actualité africaine. De retour sur le plateau de Vox Live avec Jean-Marie Bitomo ainsi que Yannick Fournier. Bienvenue encore une fois à vous. Alors aujourd'hui, on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques. On insiste dessus. Quelles sont les chances des athlètes africains et à quand les JO sur le continent africain? Alors on poursuit. On a fait un peu l'état des lieux, à savoir pourquoi on a du mal à avoir des athlètes compétitifs. Maintenant, quand même, on va parler des États qui brillent lors des Jeux Olympiques. C'est important de le répéter sur le plateau de Vox Africa. Alors, quel pays vous vient en tête lorsque je vous parle de ces pays qui brillent? Le Kenya, tout de suite. Bien sûr, le Kenya. Le Kenya, si vous voulez, en termes d'athlétisme, c'est l'athlétisme globalement. C'est là où nous, les Africains, nous brillons. Vous pouvez aller, vous quittez le Kenya, vous tombez en Éthiopie. Vous quittez l'Éthiopie, on a vu l'Algérie avec les El Guerrouch et tout ce qui s'ensuit, ces différents Jeux Olympiques. Donc, l'Afrique, si vous voulez, a des prédispositions spécifiques pour tout ce qui est athlétisme là-dessus. Effectivement, vous l'avez dit, le Kenya est célèbre pour sa domination dans les courses de fond et demi-fond. Pareil pour l'Éthiopie. Hein. L'Éthiopie, c'est pareil. On a eu les Gebre Selassie, on a eu, c'est-à-dire énormément. Donc, on a quand même l'Afrique du Sud qui a remporté des médailles. Qui a pas mal de médailles, parce que justement, ils ont une certaine diversité de disciplines. Ils ont également l'infrastructure qui va avec, donc c'est une des chances de médaille pour l'Afrique. Elle a remporté des médailles en natation, en athlétisme, au rugby à 7, bien sûr, mais même si elle a perdu contre la France, en tout cas, c'est la France qui a remporté donc, la médaille d'or concernant le rugby à 7. Et puis, bien sûr, les sports d'équestre et le canoë, donc chose qu'on a du mal à voir dans les autres pays d'Afrique, clairement, il faut le dire. D'autres pays éventuellement et c'est pas le coup d'eau qui manque, il y a tellement de coups d'eau. Exactement, c'est ce qui est étonnant quand même. Il nous manque les canoës alors. Ouais. Alors, quel autre pays? Donc, on l'a dit, on a le Maroc, l'Algérie, le Maghreb aussi. L'Égypte, tout à fait. Le volume de la délégation, donc je pense qu'ils ont pas mal de médailles, de possibilités de médailles. Également, il y a le Nigeria qui a aussi une grosse délégation. Oui, tout à fait, le Nigeria. Et oui, donc justement, il y a d'autres pays que sont le Nigeria, c'est plutôt le sprint, le relais, course de relais. Tout à fait, les courses de relais aussi sont suivies. Mais vous avez, ça se dissémine
un peu partout, si vous voulez, en Afrique, vous avez à chaque fois, on a connu, surtout dans le domaine de l'athlétisme, on a connu un Burundais là qui a été champion du monde. On a connu l'Afrique du Sud avec, comment elle s'appelait encore, la Semenya, la championne du 400 mètres, là, qui est 800 mètres, qui a d'ailleurs été, comment dirais-je, malheureusement pénalisée par la suite de par ses caractéristiques de naissance, tout simplement. Bon, elle avait trop d'hormones, ainsi de suite. On l'a mis dans toutes les sauces. Et là-dessus, pour avoir un peu vécu, si vous voulez, dans le milieu, un peu de l'intérieur, il y a trop de favoritisme là-dedans, dans lesquels l'Afrique n'est pas du tout favorisée. Et c'est vrai qu'on aurait pu en parler. En tout cas, on essaiera de traiter ce point-là qui est quand même à ne pas négliger. Alors, petit quiz pour vous, si vous me le permettez, chers téléspectateurs. Alors, selon vous, quel est le pays qui a remporté le plus de médailles aux Jeux Olympiques ? Pays africain ou bien Oui, le monde pays africain, globalement? bien sûr. Africain. Ici, c'est l'Afrique. Globalement, c'est les États-Unis maintenant, au niveau de l'Afrique. À votre avis, c'est un quiz. Hein. C'est l'Égypte, hein? Non, je pense ce n'est pas que ce soit l'Égypte. l'Égypte. Parce que C'est pas l'Égypte. quand je réfléchis, je me dis, bon, l'Égypte part. L'Égypte fait partie du top 4. Vous parlez spécifiquement des Jeux Olympiques. Ah oui, les Jeux Olympiques. On est vraiment sur les Jeux Olympiques. Donc, juste pour Olympiques. information. Donc, l'Égypte a 32 médailles. 32 médailles pour l'Égypte. Donc, toutes médailles confondues. Troisième pays, à votre avis? Je pense que c'est le Kenya. Le Kenya doit en faire partie. Exactement, vous avez gagné donc 103 médailles pour le Kenya, 89 médailles pour l'Afrique du Sud, 58 médailles pour l'Éthiopie. Voilà à peu près le top 4 des médaillés des JO pour l'Afrique. Alors, et le nombre total de médailles africaines remportées pour les JO. Donc, il y a encore plein d'autres pays, mais on est sur, par exemple, le Togo, une médaille, Djibouti, une médaille, Maurice, une médaille, Sénégal, une médaille, etc., etc. À votre avis, tous JO confondus, combien l'Afrique a ramené de médailles? Comparativement, la France a remporté au total 896 médailles aux Jeux Olympiques, été comme hiver, bien sûr, jusqu'à présent. Les États-Unis, bien sûr, numéro 1, comme vous l'avez dit, Monsieur Fournier, a remporté plus de 2960 médailles. À votre avis, où se situe l'Afrique? On se situe entre 500 et 1000. 500 et 1000? Non, D'accord. sous 500, parce que là, tout à l'heure, elle a cité les 4 premiers. Entre 500 et 1000 pour vous. Il y en a d'autres à côté. Ok, entre 500 et 1000. Quand elle me parle, quand je fais le calcul, elle fait 130 avec 180. plus, comment dirait l'Égypte de l'autre côté, 80, on est déjà à 200 et quelques. Donc, entre 500 et 1000 pour vous, et vous, rapidement. Non, autour de 500 en fait, parce que tout à l'heure, vous avez cité les 4 premiers, c'était dans 200. Eh bien, vous êtes bien généreux, messieurs. Et non. Sachez que l'Afrique a remporté exactement, pour l'instant, avant de parler bien sûr des JO 2024, a remporté 381 médailles aux Jeux Olympiques, été comme hiver jusqu'à présent. Donc, bon, il faut aussi souligner une chose là-dessus. Paramètre très très important, et ça tout, c'est qu'on n'a pas participé à tous les Jeux Olympiques. On n'a pas participé à tous les Jeux Olympiques. Exactement. Dans la comptabilisation, nous sommes défavorisés là-dessus. Quand on regarde le nombre. Et en plus, parlons aussi des Jeux Olympiques d'hiver, où forcément, là, on retrouve beaucoup moins d'Africains. Vous voyez, ça me permet de revenir sur une chose sur laquelle j'insiste toujours. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, quand on fait, moi je suis économiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, les calculs sur le PIB. Le PIB représente rien du tout. Si vous n'allez pas gratter ce que vous avez derrière. Le PIB, quand on va comptabiliser le PIB d'un pays africain, en oubliant que vous avez 99% de l'économie qui est une économie informelle, ça sert à rien. Donc quelqu'un va se lever, on va se dire que vous voyez les pays africains, nous sommes un continent. Sauf que il faut repartir. À partir de quelle date les pays africains ont commencé, comment dirais-je, à assister aux Jeux Olympiques? On est d'accord sur ça. En plus, si vous nous rajoutez les Jeux Olympiques d'hiver, là, qu'on va avoir du mal. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Maintenant, une question qu'on se pose tous. À quand les Jeux Olympiques et Paralympiques sur le continent africain? Question de volonté politique aussi, là. Une fois, parce que là, je sais que, bon, en ce qui concerne la Coupe du Monde, bon, les Jeux Olympiques, c'est à peu près, parce que c'est un événement qui est à peu près équivalent, entre guillemets. Bon, quand vous regardez, bon, l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde en 2010. Je sais que derrière, bon, il y a d'aucuns qui vont me dire, vous avez pas mal de paramètres politiques là derrière par rapport à Mandela et tout ce qui s'ensuit. Mais n'empêche que, organisationnellement, sportivement parlant, l'organisation était équivalent, comment on dirait, à ce qui se rencontre partout dans le monde entier.
Donc, à partir de là, je me dis que c'est tout simplement une question de volonté politique. Les Jeux Olympiques dont vous parlez là, bon, ça, même la Coupe du Monde, ça commence à coûter énormément cher aujourd'hui. Donc, acceptons, comme on disait tout à l'heure, ça va nous permettre peut-être, nous les Africains, dans les pays africains, de créer ces synergies-là par rapport à la dynamique mondiale internationale. Donc, qu'on prenne quelques pays qui se disent que oui, à la limite, on peut organiser ces Jeux Olympiques-là. Si vous prenez la première puissance économique comme le Nigeria est tout à fait capable de pouvoir organiser les Jeux Olympiques. Si on leur ajoute 2-3 pays à côté qui sont proches, donc c'est tout à fait possible, c'est faisable. Oui. Moi, je pense qu'on a 3 pays qui sont bien placés pour le faire. On a l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Parce que le Maroc a énormément investi dans les infrastructures ces dernières années. Tout à fait. Donc, je pense qu'au niveau des stades et d'autres infrastructures, quelques petits ad hoc, comme certaines disciplines de navigation, donc ça, ils sont capables de le faire en un temps bref. Parce qu'ils ont déjà l'infrastructure de base, le transport interurbain, ça, ils l'ont déjà. Il y a beaucoup de projets en cours. Pareil pour l'Égypte. L'Afrique du Sud également, il y a pas mal d'infrastructures en termes d'énergie, parce que c'est très énergivore. On a également ces 3 pays qui ont pas mal de projets d'infrastructures. Donc, je peux penser que dans les prochaines années, on a une Égypte, ou peut-être... Et on a quelque chose aussi, c'est que parfois, on peut l'organiser en co-organisation. Bien sûr. Donc, on peut faire un tandem, peut-être Égypte-Maroc, ou donc il y a aussi cette possibilité-là que 2 pays co-organisent l'événement. Exactement. Donc, juste pour information, donc il y a certains pays effectivement d'Afrique qui ont manifesté leur intérêt d'organiser donc les Jeux Olympiques et Paralympiques sur leur terre. Donc, comme l'Afrique du Sud, effectivement, donc quelques pays du Maghreb. Cependant, il n'y a aucune candidature officielle qui n'a été déposée. Néanmoins, on estime que ça ne sera pas avant 2036 qu'il y aura donc les Jeux Olympiques et Paralympiques en Afrique. Pas avant 2036. Et encore, la date n'est pas posée. Puisque les autres dates sont déjà pratiquement... Oui. Mais attribuées, oui. Justement, c'est pour ça que je pense justement que le Maroc, vu leur vitesse de construire des infrastructures, ils ont tout le temps pour se préparer. Donc, que ce soit celle d'après 2036, elle peut le faire parce qu'elle c'est une très bonne courbe en fait, en termes d'infrastructures nécessaires. En tout cas, pour l'instant, en tout cas en 2024, l'Afrique du Sud reste quand même en tête de peloton. Oui. Alors, donc, pour vous, c'est possible. Est-ce qu'on peut considérer que les Jeux Olympiques et Paralympiques de la jeunesse qui vont être organisés donc, au Sénégal en 2026, c'est important de le dire. Oui, c'est la première fois au monde qu'il va y avoir des Jeux Olympiques sur le continent africain. Et là, c'est quand même des Jeux Olympiques, même si c'est pour la jeunesse, mais c'est quand même des Jeux Olympiques. Donc, c'est une première et c'est au Sénégal. C'est un bon terrain d'apprentissage. Exactement, c'est un bon terrain d'apprentissage. Surtout en termes de diversité des sports, parce que là, on a presque 32 sports différents avec 43 disciplines. Donc, c'est justement l'opportunité pour les Sénégalais d'apprendre les choses. Et également parce que lorsque généralement on a une compétition dans un pays, ceux qui sont censés ou bien qui prétendent l'organiser dans les années à venir viennent sur place pour apprendre. Donc, c'est l'opportunité pour, par exemple, l'Afrique du Sud de venir au Sénégal et d'apprendre. Donc, de former des gens, de prendre des notes, de voir comment ça se passe. Parce que si je prends, par exemple, le cas de la France, on a été confronté à pas mal de variables, des aléas climatiques. Donc, ça, c'est quelque chose, justement. Par exemple, hier matin, les athlètes n'ont pas pu s'entraîner parce que la Seine était très haute. Elle avait monté, donc, oui. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. On a un Sénégal qui est un pays plutôt sec. Donc, on peut avoir les problèmes d'évaporation d'eau. Donc, c'est l'opportunité, justement, de prendre tous ces paramètres, de vraiment faire une bonne étude avec un cas pratique. Et encore, ça ne va pas s'améliorer avec, les problèmes climatiques. Exactement, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui en 2024 et ce qui va se passer d'ici 2036, exactement, ça peut être un peu différent. Ça va être difficile, en tout cas, d'anticiper le climat en 2036. Donc, à voir. En tout cas, 2026, je réitère, les Jeux Olympiques et Paralympiques de la jeunesse auront lieu au Sénégal, à Dakar. Donc, l'Afrique sera réunie et le monde va regarder comment ça va se passer pour une première sur le continent africain. C'est un bon terrain d'entraînement. Je dirais tout simplement pour l'Afrique, comme il a dit. C'est un bon terrain d'entraînement. C'est bien que nous commencions, si vous voulez, par des choses qui nous sont accessibles. Comme vous l'avez dit, c'est pour la jeunesse. Mais n'empêche que dans le cadre organisationnel, reste plus ou moins le même. D'accord. Quel que soit le type d'athlète que vous recevez. Au niveau des exigences des athlètes, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez l'infrastructure en lui-même, on reste pratiquement... Après, on rappelle comme le budget. La France, on parle de 12 milliards d'euros
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut même voir 2036, un pays africain pourrait mettre ses 12 milliards, même s'il y a une grosse partie qui est prise en charge par oui, non, 12 milliards. Je ne croirais pas. En fait, si on a déjà c'était parce qu'en France. Et encore, c'est 12 milliards parce qu'il y a déjà des infrastructures en France, etc. Mais la facture peut vraiment monter si on doit rajouter la création d'infrastructures, etc. Donc, en fait, il y a le volet infrastructurel qui est concret. Maintenant, il y a d'autres volets comme le volet monétaire. Donc, lorsqu'on fait un événement en Asie du Sud, là, on sait généralement qu'ils ont des monnaies très faibles. Donc, du coup, lorsque vous y allez avec 1 000 €, ça vous fait vraiment un bon séjour de plusieurs semaines. Or, l'inverse, c'est pas possible. Donc, lorsqu'on vient plutôt de ce côté-là pour Paris, pour un séjour d'une semaine, bon, il faut compter pas mal des milliers d'euros. Bien sûr. Donc, il y a ce facteur-là. Et puis, il y a le facteur sécurité. Parce que je pense que gérer une grosse sécurité à Paris, c'est un peu peut-être plus complexe que le gérer à Dakar. C'est ce que vous pensez? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, tout simplement. La sécurité, c'est plus simple de gérer la sécurité à Dakar qu'à Paris. de la gérer à Paris. Parce qu'à Dakar, le crime est moins sophistiqué, en fait. À Dakar, le crime est moins sophistiqué. Or, ici, c'est beaucoup plus complexe. On peut avoir des menaces vraiment beaucoup plus sérieuses avec... Mais en dehors du climat, même si vous voulez, l'environnement global... C'est-à-dire, vous n'avez pas le même type de risque couru selon le site que vous choisissez. Tout à fait. D'accord ? Donc, à partir de là, il faut prendre en compte en amont, c'est-à-dire ces risques-là, ce risque fondamental-là, qui est lié aussi à chacun des pays. Exactement. Donc, pour finir, nous sommes presque au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Alors, il y a plusieurs défis à relever, on le sait très bien, pour que l'Afrique puisse recevoir donc, les Jeux Olympiques et Paralympiques sur le continent. Quels sont les principaux, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, quels sont les principaux défis que l'Afrique doit relever pour voir un jour les Jeux Olympiques et Paralympiques? Le premier, c'est le défi que je peux dire intellectuel. D'accord, ok. Tout à l'heure, j'ai parlé de la volonté politique. Ça, c'est un défi intellectuel qu'il faut surmonter, savoir s'organiser. Ça, c'est le premier défi. Maintenant, le second, il est côté économique. Parce qu'après, on a dit tantôt que les JO ont des retombées postérieures à l'événement, mais il faut avoir avant. Même si vous êtes le pays le plus populaire du monde et que vous ne fabriquez rien, vous n'allez rien vendre après, en fait. Bien sûr. Donc, il y a ce volet économique. Après, il y a le volet infrastructurel. Donc, il faut justement qu'on puisse... C'est vrai que, en général, lorsqu'on a l'événement, on a pratiquement 5, 6, 7, 8, 10 ans pour construire les infrastructures. Donc, ça, c'est le dernier. Donc, le premier, pour moi, dans la pyramide, c'est le côté intellectuel. Donc, on a la capacité de penser, d'anticiper et la volonté de le faire. Ça, c'est le plus gros défi en Afrique. Parce que côté financier, il y a des moyens, mais l'allocation des ressources, ça, c'est un gros sujet. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Jean-Marie Bitomo, qu'en pensez-vous? Je dirais tout simplement, c'est tout simplement la volonté politique, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai cité 2010 tout à l'heure, concernant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. On avait l'impression, on se disait que la Coupe du Monde de football, c'est tellement contraignant qu'il n'y a aucun pays africain qui peut. Mais n'empêche que l'Afrique du Sud nous a posé un exemple sur la table. Ça a été une Coupe du Monde réussie comme toutes les Coupes du Monde qui ont été organisées depuis. Donc, à partir de là, il y a l'effet d'apprentissage qui va jouer aussi, à savoir que, on ne part pas, c'est-à-dire d'une feuille vierge. C'est-à-dire, on a des exemples, on essaie de les copier par rapport, si vous voulez, à notre niveau. Donc, à partir de là, on a les ressources nécessaires, que ce soit les ressources financières ou les ressources intellectuelles, comme il vient de le dire mon collègue là tout à l'heure, nous les avons. Mais maintenant, la seule chose qui nous manque en Afrique, c'est la volonté politique. Qu'on sache que quand on pose un acte, cette action-là est posée, voilà ce qu'il apporte à la nation. Cet acte-là n'est pas posé uniquement par rapport à notre lecture endogène. Il faut regarder, c'est-à-dire quel est le rejaillissement exogène qu'apporte un événement de ce style-là. Donc, c'est tout simplement une question de volonté politique. C'est comme tout ce que nous faisons en Afrique. C'est une question de volonté politique. Nous sommes en train de pleurer l'industrialisation de l'Afrique. L'Afrique n'est pas industrialisée et tout ce qui s'ensuit. Le contexte est là, on peut rentrer, si vous voulez, beaucoup plus en détail, c'est vrai. Mais quand vous avez la volonté politique qui est derrière, qui se dit que on va poser, c'est-à-dire ces actes-là, pour les pays, pour le continent, ça finit par se réaliser. Exactement, et comme vous l'avez dit, ça s'organise, ça s'anticipe. Voilà, ça s'anticipe. Là, on parle de 2036 pour poser une éventuelle candidature sérieuse africaine. Donc, je parle de candidature sérieuse africaine. Donc, 2036, c'est quand même dans 11 ans.
même pas 14 ans presque. Donc on a le temps de s'organiser, d'anticiper s'il y a cette volonté politique, s'il y a cette envie. On a le temps d'apprendre pour pouvoir faire en sorte surtout que comprendre les enjeux. Et ça, c'est ça qui est important. Comprendre les enjeux, puisque il y a des gens qui vont toujours nous dire, bon, en Afrique, bon, vous voyez, on a passé ci, les gens crèvent de faim, ainsi de suite. Bon, mais oui, je suis d'accord avec eux. C'est vrai. Mais n'empêche que je dis aux gens que le développement, vous savez, vous pouvez pas développer un pays, si vous voulez, sans que vous ayez des effets négatifs là-dessus. Bien sûr. Nous sommes ici là en France, je les cite régulièrement quand je suis avec vous à Sato. Nous vivons en France, les gens ont l'impression que la France est née comme là où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Le développement, c'est un processus. Et ce processus-là doit traverser plusieurs étapes. Un processus périlleux, on est d'accord sur ça, rapidement. Là-dessus avec vous. Si on dit aux gens aujourd'hui, vous voyez Versailles là, on est en train de faire, si vous voulez, de l'équitation là-dessus, c'est génial et tout ce qui s'ensuit. Mais Versailles, là, si vous voulez, il n'y avait pas de chiottes là-dedans. Les gens, c'est-à-dire chier, comment dire, un peu partout à Versailles. Donc, nous, les Africains, quand on arrive ici, là, c'est ça, là où je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de mes compatriotes. C'est-à-dire, on va faire du copier-coller. On vient en France, donc tout ça, ça doit exister chez nous. Alors, je pose la question, la France a combien de siècles à côté de nous? Nos pays, si on parle seulement des pseudo-indépendances, entre guillemets, ça date de quoi? Vous venez... Parce que nous vivons en Occident, vous prenez la civilisation occidentale, vous allez la coller chez nous. Ah oui, comme on vit comme ça, en Europe et tout, les mêmes choses doivent se faire chez nous. On est d'accord, mais ça n'excuse pas tout néanmoins. Non, ça n'excuse pas tout. On est d'accord. C'est ce que je vous ai dit. Bien sûr. Si je rebondis un peu sur ce qu'il dit, en fait, si je prends, lorsqu'il parle de la France qui s'est développée à plusieurs siècles, mais à côté, on a la Chine qui l'a fait en 40 ans. Donc, lorsqu'on vient en France, on a la chance de bénéficier d'un certain nombre de patrimoine intellectuel déjà constitué, parce qu'eux, ils ont pris de fil à aiguille, ils ont constitué pièce par pièce, mais nous, on arrive, tout est déjà là. Lorsque quelqu'un vient se former en ingénierie, je sais pas, en informatique, il n'a pas besoin de recommencer où ils ont commencé il y a 30 ans. Bien sûr. Il arrive là, il y a le patrimoine intellectuel déjà là, il a qu'à s'approprier comme le font les Asiatiques. Donc, on voit en fait ce que l'Arabie Saoudite, ce qu'ils font en quelques années, on voit le Qatar, ce qu'ils réalisent. Donc, on n'a pas besoin de refaire tout le parcours de la France pour arriver au développement. Maintenant, ce qui sont reprochés aux dirigeants africains, c'est qu'ils arrivent ici comme là maintenant, ils sont là dans des beaux palaces, les belles routes et tout, mais ils rentrent. Il y a des pays où rien que la propriété, c'est problématique. Non, là, je suis d'accord avec vous. Hein. Dis rien que la propriété qui ne demande pas beaucoup de moyens. Donc, il y a ce côté que je dis toujours, ce côté intellectuel, la conscience en fait. Parce que se lever le matin, porter sa grosse V8, c'est-à-dire des 4x4 et grimper sur des poubelles avec, il faut le faire en fait. Donc pour moi, c'est pour ça que mon premier défi est intellectuel. Parce que eux, ça les choque pas en fait. C'est la volonté politique dont nous parlons depuis tout à l'heure. Moi, je mets la conscience avant la volonté, parce qu'on ne peut pas être volontaire si on n'a pas la conscience. Il faut prendre conscience que non, ce qu'on a là déjà, c'est mauvais et qu'on peut changer. Qu'on peut changer, exactement. Et ça, c'est très important. En tout cas, on va terminer sur ces bonnes paroles. Vous êtes d'accord tous les deux, cette conscience collective, ensuite cet intellect nécessaire pour changer considérablement, structurellement, les choses. Mesdames et messieurs, vous étiez sur Vox Live avec Jean-Marie Betomo ainsi que Yannick Fournier. Merci à vous, merci à nos téléspectateurs de nous suivre chaque jour sur Vox Africa. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Pour célébrer 2 ans de travail, de réalisation et de progrès, la compagnie du Transguinéen CTG organise un événement exceptionnel pour montrer le chemin parcouru et se projeter vers l'avenir. CTG est une co-entreprise entre l'État et les partenaires industriels, notamment Baowu, Rio Tinto, Winning Consortium Simandou WCS, sous le haut patronage du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et avec sous sa responsabilité directe le comité stratégique de Simandou, cet événement sous le thème « Un pont vers la prospérité » mettra en lumière les avancées significatives du projet. La consolidation du co-développement après 2 ans d'efforts et de négociations, closing financier, la mutualisation des coûts et les risques, en parallèle de l'accélération des travaux sur le terrain. La compagnie du Transguinéen célèbre cette année son parcours exceptionnel. Sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait personnellement un suivi rigoureux de ce projet, Simandou avance à grands pas, transformant la Guinée en un hub industriel mondial du fer et de l'acier.
Simandou, le projet de l'espoir et de la prospérité, va contribuer à améliorer considérablement le bien-être de notre population. Les 29 et 30 juillet, rejoignez-nous pour découvrir comment le projet Simandou, sous la direction visionnaire du président Mamadi Doumbouya, change durablement le paysage socio-économique de notre nation. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur www.unponverslaprospérité.com pour suivre cet événement inédit. La compagnie du Transguinéen, construire l'avenir ensemble. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.